Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale ultra complète qui va vous donner toutes les clés pour comprendre la tempête actuelle sur les marchés. On est le 6 avril 2025 et cette semaine a été un vrai chaos. Les marchés se sont effondrés et énormément d'investisseurs ont paniqué. Mais pas moi. Pourquoi? Parce que je suis un investisseur long terme et cette chute, je la vais venir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je reste calme face à cette guerre commerciale, comment je gère mon portefeuille en plein bear market et surtout comment j'aborde les prochaines semaines. Alors, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker pour vous abonner pour ne rien rater. Mercredi soir, Trump a lâché une bombe, tableau qui a transformé ce qu'il appelait le Liberation Day, véritable cauchemar des millions d'investisseurs. Surtout pour ceux qui ont misé sur la tech et les marchés US. Voici les faits. À partir du 5 avril, les États-Unis imposent une taxe de base de 10% sur toutes les importations, peu importe le pays. Et dès le 9 avril, les surtaxes supplémentaires, entre 11 et 50%, cible 70 pays qu'ils jugent mauvais joueurs entre guillemets. Quelques exemples formels, 34% pour la Chine, 46% pour le Vietnam, 20% pour l'Union européenne, et même le Lesotho, un petit pays, se prend 50%. Ça paraît aberrant. Le Canada et le Mexique s'en sortent mieux, mais ils restent sous pression avec les tarifs sur l'acier et l'aluminium à 25%. Des pays comme la Russie et l'Iran ne figurent pas dans la liste. Rien ne concrétise cependant, les États-Unis ne commercent officiellement plus avec eux. Mais pourquoi ces chiffres? Trump a utilisé une formule simpliste que des petits futés sur Twitter ont déjà décodé. Regardez bien. Il a simplement pris les importations du pays tiers vers les États-Unis, moins les exportations des États-Unis vers le pays tiers. Il a ensuite fait un ratio donc, du déficit sur les importations, qu'il a ensuite divisé par deux. Vous voyez par exemple dans le cas du Vietnam, c'est 90% de déficit. Il a donc divisé par deux et ça vous donne 46% de droits de douane. Il a fait exactement pareil avec la Chine et en fait avec tous les pays quand vous regardez bien. Entre la colonne de gauche et la colonne de droite, vous avez simplement divisé par deux. C'est un calcul digne d'un étudiant de première année, très simple voire enfantin, mais Trump ne fait pas de cadeau à ses alliés. Tout le monde doit être taxé pour réduire le déficit américain. La réponse internationale n'a pas tardé. La Chine riposte avec le même pourcentage, donc 34% de tarifs applicables immédiatement. L'Union européenne, elle, discute de mesures de rétorsion, mais rien de concret pour l'instant. Et résultat, les bourses paniquent, les traders et investisseurs vendent en masse, les analystes prédisent des nuages de sauterelles. Mais moi, je n'ai pas paniqué. Je n'ai rien vendu en masse, et je vais vous expliquer pourquoi. Mon portefeuille est conçu pour résister à ce genre de crise. Dans ma dernière revue, j'avais prédit cette panique. J'avais dit que la tech allait se faire massacrer, que les pays ciblés par Trump allaient riposter. Si vous êtes positionné sur le secteur de la tech, ce sont des secteurs avec des chaînes de valeur complexes, alors je pense que ce n'est que le début du looping, et il faut s'attendre à encore d'autres baisses en bourse dans les prochains mois. Car Donald Trump semble bien décidé à continuer la guerre commerciale avec la Chine, l'Union européenne, du berger à la bergère. La Chine a déclaré par la voix de son porte-parole qu'elle était prête à la guerre commerciale, et l'UE a déjà annoncé des mesures de rétorsion contre les États-Unis, avant que ce dernier ne menace de réaugmenter encore les droits de douane. Bref, c'est une spirale infernale dans laquelle les valeurs trop dépendantes des chaînes de valeur internationales peuvent se cracher. Mon portefeuille était prêt. Et les chiffres sur un mois parlent d'eux-mêmes. Mon portefeuille n'a baissé que de 6,7% contre 15% pour le Nasdaq et 10% pour tous les indices mondiaux. Mon portefeuille a donc clairement fait mieux. Moins pire? Non. Comme je vous dis, c'est une bonne performance et je vais vous prouver pourquoi. Pour construire ce portefeuille qui a mieux encaissé, j'ai fait un travail d'enquête pour déterminer la résilience de mes entreprises que j'appelle le coefficient de localité. Ce coefficient mesure la résilience d'une entreprise face à une guerre commerciale. Il est basé sur 3 critères. Premier critère, la localisation du portefeuille. Est-ce que l'entreprise produit là où elle vend? Si oui, elle échappe aux tarifs. Coca-Cola, par exemple, produit localement via des partenaires, donc elle est peu touchée. Une note de 10 veut dire que la production est très bien localisée. 1 veut dire qu'elle ne l'est pas du tout. La diversification de la chaîne d'approvisionnement, c'est le deuxième critère. Est-ce que l'entreprise dépend d'un seul pays pour ses matériaux? 10 veut dire que la chaîne d'approvisionnement est très diversifiée et peut très facilement être adaptée. 1 veut dire pas du tout. L'exemple le plus classique, c'est l'exemple de Apple, qui fait venir 80-90% de ses composants électroniques de la Chine et de Taïwan. Il n'y a absolument aucune diversification. Et troisième critère, c'est l'exposition aux tarifs. Est-ce que l'entreprise commerce avec des pays qui ont décidé de mettre des droits de douane, comme les États-Unis? Sinon, l'entreprise est protégée. Une note de 10 veut donc dire que l'entreprise est hors de portée des tarifs. Une note de 1 veut dire qu'elle est en plein dedans et qu'elle va morfler.
Ce travail n'est pas parfait, mais il offre un point de repère pour savoir quelles entreprises choisir. Et je te conseille de faire pareil. Tu dois mapper la résilience de ton portefeuille pour savoir comment l'adapter face à la crise qui arrive. Ça prend du temps, mais ça te donne un avantage énorme sur ceux qui achètent sans réfléchir. Et voici les résultats du mapping de localité de mon portefeuille. En top tendance, on pourrait dire, on retrouve Realty Income, qui est une REIT immobilière. Elle a la meilleure note, 9,33 de moyenne. Normal, c'est de l'immobilier. L'immobilier ne traverse pas les frontières. Je juge qu'avoir de l'immobilier bien géré est une bonne chose en période de guerre commerciale. Ensuite, on a les services aux collectivités comme American Water Works ou Waste Management. Elles sont notées plus de 8. Elles s'en sortent très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles dépendent de contrats locaux à long terme. Qu'il y ait des droits de douane ou pas, elles s'en foutent. Elles servent un marché local pour lesquels elles ont des contrats en général entre 15 et 25 ans. Les entreprises ensuite de consommation courante comme Coca, Pepsi, Unilever s'en sortent également très bien, aux alentours de 8, car souvent, elles produisent dans le pays où ensuite le produit est consommé, et elles ont également des centrales d'achat qui sont très bien positionnées, qui leur permettent de s'approvisionner sans craindre des douanes massives. Et après tout, même en temps de crise, on boit toujours du soda, on mange toujours des plats préparés, on a toujours besoin d'acheter des produits d'hygiène. Donc ces entreprises résistent très bien. C'est pour ça qu'elles sont bien notées. A l'inverse, quelques entreprises dans mon portefeuille sont mal notées. Total Energy, GTT et Pazon System, donc des entreprises du secteur de l'énergie, sont mal placées avec des notes aux alentours de 5-6. Leurs produits traversent souvent les frontières et ces produits-là sont particulièrement ciblés dans les guerres commerciales. Les prix de l'énergie appuient également à la baisse à cause des peurs de récession. Quand forcément, il y a une récession qui arrive, le prix du pétrole baisse, et si le prix du pétrole baisse, ça veut dire que les futurs profits de ces entreprises vont baisser également. L'entreprise qui a la moins bonne note de mon portefeuille, c'est Lewis, notée 4,33. Elle paye malheureusement cher sa politique en fait d'importation de nombreux produits qu'elle revend ensuite aux États-Unis. Petite mention spéciale, le vendredi 4 avril, j'ai vendu l'entreprise Infosys, qui était notée 6,6. On l'a acheté Novo Nordisk, qui elle est notée 7. Pourquoi, vous me direz, avoir procédé à ce changement du portefeuille? Parce que la santé est plus résiliente que l'informatique, surtout avec les nouvelles taxes qui peuvent arriver sur le service du numérique, comme l'Union européenne a menacé de le faire. Les États-Unis ne sont pas en reste, et donc ils pourraient sanctionner les services de Infosys qui sont principalement basés dans le pays d'origine de l'entreprise, c'est-à-dire l'Inde. Novo Nordisk a cependant chuté de moins 31% en un mois, mais ça c'est beaucoup plus lié à l'irrationalité des marchés qui s'étaient emballés à la hausse suite à un test prometteur de produits grand public. Elle est donc revenue à des prix acceptables. À mon prix d'achat, je trouve que c'est une pépite. Je l'ai acheté avec un PER de 19 et un dividende de 2,6%. Vu les promesses que peut livrer l'entreprise dans les prochaines années, c'est très peu cher. Alors, quelle est la suite pour le portefeuille Quietwell? Quelle est la suite pour les prochaines semaines? Ma stratégie est claire. Une discipline de fer et une bonne gestion du cas. La première, c'est la discipline. Je suis un investisseur long terme. J'achète des entreprises de haute qualité, peu sensibles aux crises. Je ne vends pas juste parce qu'une action baisse. Ça n'aurait pas de sens. Je regarde si elle peut toujours performer sur 10, 20 ans. Si les fondamentaux changent, que le contexte a changé, oui, je peux être amené à la vendre. Mais c'est un examen minutieux et c'est pas une décision que je prends à la légère ou que je prends sous le coup de la panique, comme le font la majorité des investisseurs aujourd'hui. Donc pour moi, ces corrections actuelles sont des opportunités d'achat incroyables. Mais j'attends d'abord de savoir comment le marché va se caler. Il y a 2 scénarios possibles dans les prochaines semaines. Homme persiste. Il veut vraiment tuer le déficit commercial américain, même si ça plonge son pays dans une récession à court terme. Dans ce cas, il faut s'attendre à un bear market très lourd. Selon Harvard Funds, qui ont réalisé une étude récemment, ils ont estimé que entre 1923 et 2023, les bear markets ont duré en moyenne 14 mois et demi, avec des chutes qui atteignaient jusqu'à moins 50%, même sur des actions de très bonne qualité. Donc, si ce scénario arrive, ça va être un bear market absolument atroce. Et dans ce genre de cas, je positionnerai du cash quand j'estimerai qu'il y aura des paliers qui seront atteints, des seuils qui seront atteints, que je définirai pour chaque action. Le deuxième scénario, Trump joue avec le feu. Il fait peur, mais il cherche à négocier des deals en jouant, on va dire, c'est ce qu'on appelle la technique du fou. C'est-à-dire, arrêtez-moi ou je fais un malheur. Il a déjà fait ça dans son premier mandat, et c'est ce qui, moi, me laisse à penser qu'il pourrait le refaire pour son deuxième mandat. C'est une technique qu'il a donc, comme je le dis, déjà utilisée, et il a même détaillé dans son livre The Art of the Deal,
qui est son bouquin où il explique comment faire des affaires commerciales. Au chapitre 2, il explique clairement cette technique qu'il utilise pour être imprévisible et forcer ses adversaires à lui faire des concessions. Si c'est le cas, ça veut donc dire qu'il joue la surenchère en espérant amener la Chine, l'Union européenne à la table des négociations et négocier un deal qui serait moins grave qu'une guerre commerciale, mais qui garantira à l'Amérique, qui nous garantirait une certaine primauté dans les échanges internationaux. Si c'est le cas, le bear market sera plus court et je réinvestirai massivement quand des accords fiables auront été signés. Ma gestion du cash, donc, deuxième critère, elle est simple. Je garde toujours 15% de mon portefeuille en cash, prêt à saisir des opportunités. Et je peux vous reconstituer cette poche 3-4 mois avec mes revenus. Je vous conseillerais bien évidemment de faire pareil. Si vous pouvez mettre 10% en cash rapidement, c'est parfait pour profiter des grosses baisses comme on en vit actuellement pour acheter. Les prochaines semaines vont être rudes pour 90% des investisseurs, mais pas pour moi. La richesse, ça se construit dans la durée. Et je vais vous avouer un truc, je suis presque content de voir les marchés dévisser autant. Pourquoi? Parce que c'est le moment de construire des positions solides à bas prix. Moi, j'attends des prix encore plus bas. GTT sous les 100 euros, Total et Coca aux alentours de 40 euros, ce serait parfait. Comment est-ce que vous avez géré cette chute? Dites-le moi en commentaire, j'adorerais lire votre avis. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, ne paniquez pas, les baisses, c'est normal en bourse, ça arrive toutes les décennies, et c'est une bonne occasion qui se profile. Si la vidéo t'a plu, aime-la, abonne-toi et mets la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Tu peux aussi suivre la composition de mon portefeuille sur le lien Trading 212 que tu peux retrouver dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.